Bonjour Christelle Dubos. Bonjour. Édouard Philippe a évoqué hier l'immense exaspération fiscale des Français. Vu de votre poste de secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn, vous êtes particulièrement en charge de la politique familiale. Oui. Comment est-ce que tout ça doit se traduire, cette immense intolérance? Moi, j'ai retenu du bilan d'hier dressé par le Premier ministre deux choses. La question des Français qui étaient besoin de solidarité et de services publics, et c'est évident. Et également aussi le besoin de proximité et d'avoir une sécurité sur un accompagnement et éviter cet isolement-là. Vous n'avez pas retenu l'intolérance fiscale, la tolérance zéro, comme il dit? Si, bien évidemment, elle ressort de façon prépondérante. Mais il y a aussi... Oui, c'est ça, c'est le premier sujet, la première exigence, dit-il. Tout à fait, mais c'est aussi parfois en contradiction, où lorsqu'on demande moins d'impôts, on demande aussi plus de services publics, plus de proximité, plus de services. Donc il faut aussi pouvoir trouver les bonnes solutions. Donc nous travaillons encore cet après-midi avec les députés et demain avec les sénateurs. Il reviendra au président de nous donner les grandes orientations et à nous, au gouvernement, de travailler sur les propositions derrière avec les parlementaires, les associations, les élus et les corps intermédiaires. Beaucoup dans le grand débat ont évoqué la perspective d'une TVA zéro sur les produits de première nécessité. Il semble que cette perspective soit écartée, vous le regrettez? Ce n'est pas une question de le regretter, la question c'est est-ce que les Français doivent payer moins de TVA ou est-ce qu'ils doivent payer moins d'impôts et comment est-ce qu'ils payent moins d'impôts? La TVA de première nécessité, excusez-moi, est déjà appliquée sur certains produits. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce que c'est par la TVA qu'on doit baisser le paiement des impôts par les Français? Votre réponse là-dessus? Je pense qu'il y a d'autres moyens. Donc pas de baisse de la TVA pour les produits de première nécessité? Moi, j'ai fait participer à différents grands débats, et notamment avec des familles précaires, bénéficiaires des minima sociaux. Et quand elle me disait ça, je dis j'entends, quel produit on met? Donc là, elle me disait le pain. Et je dis oui, mais quel pain? La baguette, le pain de mie, ou c'est qu'on l'achète? Donc c'est des questions aussi tout ça. Oui. Donc il faut pouvoir... c'est lié à la particularité et l'immense complexité de la TVA. Exactement, tout à fait. Donc on doit trouver les bonnes solutions pour que les Français payent moins d'impôts, tout simplement. Est-ce que ça doit passer par la TVA ou autre façon? Dans le grand débat, et on l'a senti hier dans la restitution faite par Édouard Philippe, beaucoup de contributions ont souligné une forme de ras-le-bol de beaucoup de Français qui travaillent vis-à-vis de ceux qui reçoivent des allocations et qui vivent simplement des allocations. Vous ressentez ça? Moi, je l'ai ressenti, mais j'ai eu surtout un point de vigilance pendant ces 3 mois de grand débat. J'ai demandé à l'ensemble des associations et des collectivités, et des structures qui accompagnent ces personnes les plus vulnérables, justement, de les aider à prendre la parole, parce que je souhaitais qu'il n'y ait pas qu'un débat sur ce que coûte notre protection sociale, mais ce qu'elle apporte également à nos concitoyens. Bon, mais tous ceux qui ont dit... stop à l'assistanat ou il faut limiter l'assistanat, vous dites quoi? Je dis nous sommes dans un pays de solidarité nationale, nous devons nous redonner la fierté de solidarité auprès de nos Français, mais on ne peut pas demander aux Français de payer autant d'impôts pour financer un système de protection sociale qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne moins bien depuis 20 ans. Et donc, du coup, nous devons réformer ce système de protection sociale. C'est les grands chantiers que je lance dans les prochaines semaines qui sont sur réformer le service public de l'insertion, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on accompagne vers l'emploi, et également un deuxième grand chantier qui s'ouvre, qui est le revenu universel d'activité. Sortons de ce millefeuille d'aide sociale, permettons aux Français de s'y retrouver et faisons tomber les clichés qui sont parfois erronés sur ces personnes qui bénéficient de ces minima sociaux, et surtout permettons au revenu universel d'activité et aux bénéficiaires de pouvoir d'avoir un accompagnement vers l'emploi et d'avoir une possibilité d'aller à l'emploi. Actuellement, quand vous êtes bénéficiaire du RSA, parfois, vous perdez... Il y a une forme de ce qu'on appelle la trappe à pauvreté. Exactement, à une activité, tout à fait. Parfois des clichés sur les revenus d'assistance, oui. Mais parfois c'est la réalité. Est-ce que cette réalité-là, elle ne choque pas finalement beaucoup de Français? Elle peut choquer, mais je vais vous donner 2 chiffres. Quand le RMI a été mis en place il y a 30 ans, les départements avaient une obligation de mettre 20% de leur politique de financement dans la politique d'insertion. Actuellement, on est à moins de 7%. Et puis, c'est pour ça que le I de RMI a disparu. Exactement, et c'est devenu le RSA. Mais malgré tout, vous avez 700 000 bénéficiaires du RSA en France qui n'ont pas d'accompagnement vers l'emploi. Et c'est ça que nous transformons aussi avec la contractualisation dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est comment est-ce que la contrepartie, elle existe déjà, c'est qu'on doit accompagner, mais on accompagne peut-être pas assez bien et les mesures qui sont dedans sont pas les bonnes. Donc c'est ce que nous réformons avec la formation, avec l'accès à l'emploi, avec le développement de l'insertion par l'activité économique. Ce sont des mesures
qui vont permettre à ces personnes d'accéder à l'emploi. Dans les populations fragiles, il y a beaucoup de familles monoparentales. Oui. Et le grand débat a montré qu'il y avait là un point de fragilité particulier. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier justement à l'adresse de ces populations? Il y aura quelque chose de particulier pour les familles Vous le savez déjà? monoparentales. Il y aura un sujet. On ne sait rien sur la conclusion, mais non, vous mais pensez qu'il y aura... Il y a un sujet, le président s'est engagé et ça fait très longtemps qu'on commence bien évidemment à réfléchir puisque la pension alimentaire est un sujet. Le président l'a dit lorsqu'on était en déplacement en Gironde, on doit garantir le bon versement de la pension alimentaire. Donc ce n'est pas une allocation différente, une allocation nouvelle, c'est la garantie que l'État bon fera versement. Verser. Exactement, la pension alimentaire. Parce qu'il y a quoi, 30-40% des pensions qui ne sont pas versées? Exactement, entre 20 et 40% des pensions qui ne sont pas versées. Et puis quand elles sont versées, parfois elles sont versées que partiellement. Puis on voit bien que c'est un sujet de crispation et d'angoisse pour les familles monoparentales et qui peut aussi les plonger, je dirais, dans une précarité financière. Donc ou contraindre dans un davantage conflit. ceux qui doivent les pensions alimentaires à les payer. Garantir en effet le bon versement parce que demander sa pension alimentaire, c'est pas de me faire l'aumône, c'est vraiment faire valoir son droit pour soi et pour l'enfant qu'on élève. La politique familiale, c'est pendant qu'on a des enfants et puis c'est après, une fois qu'on les a élevés et qu'on arrive à la retraite. Jean-Paul Delevoye est en train de travailler justement sur une réforme de la retraite. Un mot d'abord sur ce chiffre des 62 ans. Vous êtes pour qu'on allonge le temps de travail ou est-ce qu'il faut rester avec un âge légal à 62 ans? Sur la question de l'âge légal, il a été clair et le mandat a été donné à Jean-Paul Delevoye de ne pas toucher et de travailler cette réforme structurelle pour les retraites. Mais certains de vos collègues au gouvernement posent quand même la question. C'est la question dans le cadre de le financement de la dépendance. Il y a deux sujets. La question des retraites, qui dans un premier temps a très bien travaillé et l'ensemble des partenaires sociaux ont travaillé avec Jean-Paul Delevoye. Sa feuille de route, elle est claire. Et puis à côté, nous avons un rapport. Nous avons aussi une question de société sur lequel on doit regarder la réalité en face. Et en 2050... Et éventuellement travailler davantage. Ça peut être une solution. Bon. Ça peut être une solution. La question, c'est comment... Ça peut être une solution de repousser l'âge de la retraite, non pas seulement pour financer la retraite, non pas tellement pour financer la retraite, mais pour financer un nouveau risque. C'est ça que vous dites. C'est la question, en effet, vous avez les retraites et vous avez la question de la dépendance. La question de dépendance, nous devons trouver les bonnes solutions. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'en est d'autres? Nous travaillerons. Nous avons eu une remise de rapport. Et nous devons regarder la réalité et prendre en compte des rapports, société. Il y en a toujours. Restons sur la retraite. Le haut commissaire à la réforme de la retraite, Jean-Paul Delevoye, travaille sur le nombre de trimestres auxquels des couples qui ont eu des enfants, des femmes en particulier, ont droit lorsqu'ils ont eu 2, 3 enfants. Il est question de réduire ce nombre de trimestres qui sont une façon pour... la politique familiale, d'aider les femmes à avoir des enfants et à les élever, les familles de façon générale. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on touche à cette règle des trimestres pour les femmes qui ont eu des enfants? Vous savez, je crois que Jean-Paul Delevoye, pour le connaître, ne préempte aucun sujet. Tous les sujets sont posés sur la table et toutes les hypothèses sont posées sur la table. Et c'est ce que je veux faire avec le revenu universel d'activité. Et ce n'est pas parce qu'un sujet est posé sur la table qu'il va être acté ou qu'il va être validé. Mais vous trouvez normal, c'est le cadre de la concertation. Vous trouvez nécessaire aujourd'hui de poser sur la table la question de savoir s'il faut que les femmes aient droit au même nombre de trimestres aujourd'hui ou demain que c'était le cas hier? C'est une question qu'il va falloir se poser, qu'il pose. Après, derrière, comment est-ce qu'elle sera... Quel est votre point de vue? Moi, mon point de vue dessus, c'est permettre, en effet, qu'il y ait une équité dans notre système de retraite. Actuellement, je ne sais pas expliquer à deux mamans qui ont travaillé, qui ont eu la même carrière, la moitié qui a commencé par le privé et qui a fait la moitié de son temps de travail, et l'autre moitié qui a fini dans le public. Une autre personne qui a fait l'inverse, qui a eu les mêmes enfants, ils n'ont pas la même retraite. Mais restons sur les enfants. Est-ce que vous trouvez qu'il est naturel, normal, utile aujourd'hui de poser la question du nombre de trimestres, encore une fois, donc du montant de la retraite, disons les choses clairement, pour les femmes qui ont eu des enfants? Est-ce que c'est naturel de poser cette question? C'est naturel de poser toutes les questions qu'on doit se poser pour avoir un système équitable. Mon système, il est de dire on doit permettre et d'avoir une politique de natalité en France. C'est le cas avec les allocations familiales et on doit maintenir ce système-là. Nous devons trouver les meilleures solutions pour qu'elles soient sur les allocations familiales, mais aussi qu'elles soient sur les points retraite. Un mot sur un rapport que l'Académie des sciences vient de dévoiler sur le temps d'exposition des enfants aux écrans, téléphones, tablettes. L'Académie des sciences tire un signal d'alarme assez important
en disant il y a un grand danger de ce point de vue. Est-ce que le gouvernement doit se saisir de cette question? Le gouvernement s'est saisi de cette question et j'ai été travailler avec les sénateurs sur 2 PPL qu'ils avaient fait sur Proposition de loi. Tout à fait, pardon. 2 propositions de loi qu'ils avaient fait sur ce sujet. Et puis j'ai participé au lancement aussi de la famille tout écran, qui sont des spots de publicité qui font de la prévention. Pour les parents. Pour les parents, en effet. Mais est-ce qu'il faut limiter le temps d'écran, le temps d'exposition des enfants aux écrans? Est-ce que c'est à l'État et au gouvernement de dire aux parents, vous devez limiter les enfants? On doit faire des signes de prévention. Il peut y avoir de la prévention. Il y a de la prévention et vous savez, vous regarderez le nouveau carnet de santé qui est sorti il y a quelques temps. Il y a des consignes en fonction de l'âge de l'enfant sur l'exposition aux écrans et à la télévision, en fonction de l'âge et en fonction de l'évolution. Vous partagez cette inquiétude de l'Académie des sciences? Tout à fait, je partage cette inquiétude. Vous savez, j'ai 2 enfants qui sont passés par les écrans et j'ai été vigilante parce qu'ils peuvent vite être happés, en effet, et sortir de la réalité. Donc, nous devons, c'est le rôle des parents de faire cette prévention et on doit les informer. Rester dans la réalité, c'est aussi le travail du gouvernement, je suppose. Merci, Christelle Dubos. Merci beaucoup.